Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ok, on va pouvoir démarrer. Il est 11h30, on a 30 minutes sur un sujet. On va voir qu'il n'est pas si simple que ça. Voilà. Prospecter par les réseaux sociaux. Comment Salesforce utilise les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on va essayer de voir ça. Je me présente, donc je m'appelle Nicolas Voiré. Je suis le cofondateur d'Ecosystem. Et j'avais publié il y a 2 mois un livre qui s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciales. Alors je vais basculer entre les slides et la visio. Je reviendrai sur la visio à la fin. Il y a 2 mois, donc j'ai sorti le livre Les nouvelles machines de guerre commerciales, qui était surtout l'analyse en fait des bonnes recettes qui étaient mises en place au niveau marketing, au niveau commercial pour les sociétés qui faisaient des très fortes croissances. Et donc on essayait de disséquer ces machines commerciales pour essayer de comprendre comment elles fonctionnaient. Le souci du livre, c'est toujours pareil, c'est que ça fait 150 pages, on est très synthétique, et que je me suis plongé dedans hier et j'ai vu qu'effectivement le social selling, il y avait une page sur le social selling, et donc pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'il y avait dans le livre, on organise ce cycle de webconférences. On a fait le premier sur l'alignement marketing et vente. On a fait le second sur les tactiques de prospection, toutes tactiques de prospection confondues. Là, on est sur le troisième sur le social selling. Voilà. La façon dont ça va fonctionner, normalement, vous êtes connectés. J'attends à peu près 250-300 personnes. Et vous aurez ensuite la vidéo à la demande que je vous enverrai. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, effectivement, ils auront la vidéo à la demande. Donc, on va démarrer. Alors surtout, posez vos commentaires au fur et à mesure directement sur la page. Hein, soit vous êtes sur la page Google+, soit en général vous êtes sur la page ICO. Posez vos questions dans les commentaires. Et puis comme ça, je sélectionnerai 3-4 questions à la fin pour pouvoir y répondre. Voilà. Alors, social selling, sujet un peu casse-gueule, entre guillemets, puisqu'on est vraiment dans le buzzword, on est dans le mot à la mode, tout le monde l'utilise. Malheureusement, tout le monde a un peu sa définition. Donc, j'ai essayé d'abord d'essayer d'avoir une définition qui va reprendre les différentes dimensions de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Technique de prospection et de fidélisation utilisée par les commerciaux, très important, c'est pas pour le marketing, utilisant les réseaux sociaux pour générer des prospects, accélérer le cycle de vente et joindre les décideurs. Donc l'objectif, il est clair, il n'est pas de faire joli, l'objectif, il est de générer des ventes. Et ce qu'on va voir, c'est comment, alors à travers l'exemple de Salesforce, et j'aurais pu prendre bien d'autres exemples, hein, puisque en fait, il y a aussi IBM, Oracle, SAP, sont toutes ces sociétés qui ont mis en place des programmes de social selling. Et j'ai pris l'exemple de Salesforce, voilà, donc pour aller un peu dans le détail. La façon dont ça va se passer, l'agenda en fait de nos 30 minutes, donc ça va être très dense, hein, 30 minutes pour traiter un sujet comme ça. Le premier point, on va essayer de voir pourquoi faire du social selling, tout simplement. Ensuite, on va voir du social au selling. Il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est vraiment suivre ses prospects, ses clients, détecter des nouveaux prospects, et puis surtout partager, communiquer, où est-ce qu'on va le faire, avec quel message, etc. Ça, c'est vraiment la première partie. C'est ce que la plupart des entreprises qui commencent à faire du social selling font, et sur lequel il n'y a pas forcément de ROI très précis. Et puis ce qu'on va voir, c'est la deuxième partie, qui de mon sens est plus intéressante, qui est qualifier ses prospects en utilisant les réseaux sociaux, joindre les décideurs, faire les plans de compte, etc. Et là où on est effectivement beaucoup plus concret, avec des retours sur investissement qui sont beaucoup plus précis. Voilà. On ne va pas se cacher non plus qu'il y a des dangers ou en tout cas des obstacles à la mise en place du social selling. Donc on fera un petit passage là-dessus et puis on finira avec, j'ai essayé justement de dire par rapport à ce qu'il y a de l'impact et ce qu'il y a du retour sur investissement, comment je vous propose de prioriser les actions. Vous ne pourrez pas forcément tout faire, mais faire les actions qui sont les plus évidentes. Alors, pourquoi on fait du social selling? Voilà le graphique que j'ai déjà utilisé à la webconférence précédente. 57% du process d'achat est fait avant de parler à un commercial. Ça, c'est vraiment ce qui a changé ces dernières années. L'acheteur potentiel utilise Google, les réseaux sociaux, etc., etc., pour se faire un avis avant de contacter un commercial. Il veut se faire son propre avis. Et même pour aller encore plus loin, il y a plus de 50% des acheteurs potentiels qui vont aller chercher de l'information pour avoir des avis de la part de leurs homologues. Donc, ce qui est important ici, c'est que dans cette phase de 57%, dans le voyage que fait l'acheteur potentiel, pendant ces 57%, vous ne pouvez pas lui parler. Vous ne pouvez pas lui parler. Éventuellement, s'il a rempli un formulaire, etc., et que vous avez du marketing, le marketing peut lui parler, mais de manière assez standardisée. Et vous, en tant que commercial, vous n'avez pas de levier, parce que voilà, vous n'avez pas vous n'êtes pas en conversation avec lui.
Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas de levier pour créer votre pipe, créer vos prochaines opportunités. Et donc, on va voir pourquoi faire du social selling, en quoi ça répond notamment à cette problématique-là. Voilà. Alors, les objectifs social selling, je vais passer un peu rapidement. J'ai représenté ça sur voilà, le cycle de vente très classique, ok, et on va voir un peu ce qui intervient à quel niveau du cycle de vente. Le premier intérêt, c'est d'être identifié comme un advisor, c'est-à-dire comme une personne de confiance, une personne qui a autorité, voilà, et de devenir une ressource sur une niche. Je vais vraiment insister là-dessus parce que le social selling, à mon sens, ne fonctionne bien que si on cible clairement une niche, c'est-à-dire on va cibler par exemple les DRH dans le secteur de l'énergie et on va communiquer du contenu qui est en rapport, qui intéresse cette petite audience et on n'aura pas une concurrence gigantesque et on va pouvoir se créer une réputation, se créer, engager les prospects, etc. Mais vraiment travailler sur une niche, je pense que c'est en tout cas la clé du fait que le social selling puisse avoir des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que nos commerciaux, bien généralement, sont organisés par territoire. Donc justement, ils ciblent des DRH dans le secteur de l'énergie, ou ils ciblent des directeurs marketing dans le secteur IT, etc. Ensuite, ça va nous permettre d'identifier les décideurs. Ça, vous le faites généralement déjà. Vous allez sur Viadeo, LinkedIn, vous allez chercher des profils, etc. Et vous allez essayer de deviner qui est vraiment le décideur dans le compte. Ça va nous permettre de joindre les décideurs. Ça, on va le voir. On va surtout passer un peu de temps sur à la fin de la webconférence là-dessus. C'est comment on va utiliser le jeu des introductions. Comment ça fonctionne, comment Salesforce a mis en place toute une machine pour pouvoir joindre les décideurs dans les comptes qu'elle souhaite prospecter. Et puis, ça va servir aussi, les réseaux sociaux servent à faciliter les appels entrants. C'est beaucoup plus facile de parler à une personne avec un visage et un sourire que de parler à une marque et un logo. On va voir que ça a aussi trouvé les prospects avec un besoin. Et le dernier point, qui est à mon avis important, c'est comment le social selling va nous aider à garder l'excitation pour être présent, pour accélérer le closing. Ça peut sembler vague comment le social selling peut accélérer le closing, et on verra effectivement pourquoi, et pour en dévoiler un tout petit peu, la difficulté dans le closing, c'est que vous êtes en attente d'une décision, vous êtes en attente d'une commande, et vous pouvez difficilement rappeler votre client tous les jours. Voilà. Vous l'avez probablement, vous avez envoyé un email hier, vous l'aviez appelé il y a 3 jours, vous pouvez pas forcément le rappeler. Et on va voir que le social selling effectivement permet de rester, ce que les Américains appellent top of mind, on reste dans l'esprit du client et ça permet clairement d'accélérer le closing. Alors, les exemples que je prends aujourd'hui sont bien sûr issus de ce qui a été mis en place par Salesforce. Alors Salesforce, 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça peut vous sembler très loin, 2000 commerciaux, 33% de croissance. Probablement, vous n'êtes pas dans une société comme ça, vous êtes peut-être tout seul à faire du commerce, vous êtes peut-être 5, 10, 20. Ce qui est important, c'est que dans tous les exemples et dans tout ce qu'on va voir, et ce qu'a mis en place Salesforce, même s'ils l'ont industrialisé, ça marche aujourd'hui, ça peut être appliqué par n'importe quelle entreprise, même si vous êtes 1, 2, 5 ou 15 commerciaux. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cet exemple était vraiment intéressant. Alors, on va passer sur les 4 dimensions du social selling. On a en amont suivre, alors c'est le Twitter, le partage, le suivi, la surveillance, etc. Suivre, communiquer, c'est vraiment la partie social, c'est vraiment le truc qui est à la mode et c'est ce que la plupart des entreprises vont faire et vont commencer à mettre en place. C'est notamment la partie sur laquelle ça va être assez difficile de mesurer un retour sur investissement. Et puis de l'autre partie du social selling, c'est les réseaux sociaux qui sont intégrés dans le processus de vente et qui permettent à la fois de comprendre son client existant, comprendre son prospect et de pouvoir engager avec des décideurs, de pouvoir les joindre et de pouvoir les joindre en confiance. Et ça, c'est vraiment la partie selling du social selling. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises ont mis en place le social, alors que en fait, il y a peu d'entreprises qui ont réussi à mettre en place l'ensemble du cycle, et notamment Salesforce l'a fait, et ils peuvent effectivement démontrer de vrais résultats. Donc on va déjà, grosso modo il nous reste 20 minutes, on va découper, on va faire 10 minutes sur la partie sociale, suivre, communiquer, et puis on fera 10 minutes effectivement sur la partie comprendre et engager. Et donc on va démarrer sur suivre, première dimension du social selling. Alors, il y a 2 points grosso modo pour suivre. La première, c'est suivre ses prospects et ses clients. La seconde va être de détecter des nouveaux prospects à faire rentrer dans son cycle de vente. Et on va utiliser pour ça tous les flux sociaux. Alors ça va un peu plus loin que les réseaux sociaux, mais disons voilà. La première brique, c'est suivre ses prospects et ses clients. Pourquoi c'est hyper important?
Parce que vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans vos comptes, vous avez besoin de savoir ce qui se passe soit au niveau des sociétés, soit au niveau des interlocuteurs. Donc ça va vous permettre de rebondir dans vos comptes. Évidemment, quelqu'un a changé de job, c'est super, donc soit vous allez le suivre dans un nouveau compte, soit simplement ça veut dire que le décideur a changé et qu'il va falloir retravailler le compte. Ça va vous permettre d'avoir des alibis, bien sûr, pour rappeler ça. Les commerciaux cherchent toujours des alibis pour pouvoir rappeler le client et savoir ce qui se passe, etc. Bon, bah, la news, savoir qu'il y a une news importante qui est sortie sur votre client, c'est un alibi fabuleux pour lui envoyer un mail ou pour le contacter. Et donc ça se fait généralement, le suivi des prospects des clients. Alors c'est très simple. Je vais pas vous parler d'Aiko parce que je fais juste une parenthèse, je veux pas faire une web conférence promotionnelle. Aiko est un logiciel de prospection, donc ça va couvrir toutes les dimensions que je vais pouvoir présenter dans le social selling. Je vais essayer plutôt de vous parler de ce qu'on peut mettre en place assez facilement sans Aiko. Donc typiquement suivre ses prospects et ses clients, bah, c'est simple, on va suivre directement les entreprises, on va aller s'abonner au blog, on va aller suivre l'entreprise sur LinkedIn, on va se mettre des Google Alerts et ensuite sur les personnes, on va bien sûr se connecter sur les réseaux, sur Viadeo ou sur LinkedIn. On va les suivre sur Twitter si vous avez des clients ou des prospects qui utilisent Twitter, c'est pas toujours évident. On va voilà, et puis des Google Alerts, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rapide, on fait ça tout de suite, et ensuite on les reçoit en mode push. Donc on n'a rien à faire de particulier, on les reçoit en général par email. Voilà. La deuxième partie, c'est détecter des nouveaux comptes avec des besoins implicite ou explicite. Explicite, c'est très clair. Là, on a un exemple sur Twitter, quelqu'un qui dit « Si vous êtes commercial chez Salesforce ou chez Sugar, merci de me contacter. » Ok, les gens vont s'exprimer effectivement publiquement sur les réseaux sociaux et donc on peut utiliser des mots-clés pour aller surveiller ce qui va se passer. On va avoir aussi des gens qui expriment un besoin. Je cherche un CRM. Bah, typiquement, si je m'appelle Salesforce, quelqu'un qui dit je cherche un CRM, c'est quelqu'un de fabuleux, il va falloir contacter parce qu'il y a déjà un besoin. Donc il est déjà un peu descendu dans mon cycle de vente et donc on va avoir des taux de conversion qui sont plus importants. Et puis on a les besoins implicites. Si une société annonce publiquement ou dans la presse, il y a un article sur la société qui explique que la société fait une grosse vague de recrutement, qu'elle recrute des commerciaux, qu'elle ouvre des nouveaux bureaux, etc., etc. Je m'appelle Salesforce, je vends du CRM, c'est parfait pour moi. C'est un besoin implicite et je vais pouvoir travailler dessus pour pouvoir les contacter. On passe sur la deuxième partie, communiquer. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile à percevoir et la plupart des gens sont un peu désorientés, la plupart des commerciaux sont un peu désorientés devant les réseaux. Quel réseau, comment je vais communiquer, qu'est-ce que je vais dire, etc., etc. Communiquer ne suit que deux objectifs. Le premier, c'est de générer des prospects, des appels entrants, voilà, des gens qui vont vous contacter, générer de l'intérêt, ils vont aller sur votre page, etc., etc. D'ailleurs, je ne vais pas trop parler aujourd'hui des profils sociaux parce que en fait, vous trouverez pléthore de webconférences, contenus sur comment faire un bon profil. Je pense que vous avez déjà travaillé dessus. On passera juste 30 secondes, je vous en montrerai un qui est fabuleux. Donc le premier, c'est vraiment générer des appels entrants. Le deuxième, c'est réduire le cycle de vente. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Pendant toutes ces périodes où on est aveugle. C'est des phases aveugles dans lesquelles on peut difficilement communiquer. Et donc, le social selling va servir à ça, la communication sur les réseaux va servir à ça, puisque votre client, il a une tâche à faire, vous êtes en attente de sa prise de décision ou de son bon de commande, et il va vous voir régulièrement, il va peut-être vous voir discuter dans un groupe, il va vous voir partager quelque chose, etc. Et à chaque fois qu'il va voir votre photo, il va penser à la tâche qu'il a à faire pour vous. Donc, effectivement, ça va réduire le cycle de décision. Le problème de la communication sur les réseaux, c'est que c'est une équation avec trois points très importants. Le premier, c'est la bonne attitude. Ça peut vous sembler évident, mais si vous allez sur Viadeo ou sur LinkedIn, combien de gens vous voyez qui communiquent, mais qui communiquent de manière un peu lourde et ils perdent plus des points qu'ils n'en gagnent. Donc, un, la bonne attitude, deux, les bons contenus, et trois, sur les bons médias, sur quel support je communique. Donc, surtout, on va d'abord parler de la bonne attitude. Et c'est malheureusement pas toujours une évidence. Donc, je me suis amusé, j'ai essayé de faire un parallèle avec le speed dating. Le speed dating, imaginez, vous êtes l'acheteuse potentielle et il y a 4 garçons qui vont passer devant vous, ils ont 1 minute pour vous convaincre d'aller plus loin. Voilà. Je suis pas un adepte, d'ailleurs j'ai jamais fait le speed dating, je n'en ai que lu des retours d'expérience. Le premier garçon va s'installer devant vous et va vous dire « Je suis hyper content, je viens de publier mon livre sur les machines de guerre commerciale, ça marche super bien. » Il a une attitude promotionnelle.
vous avez la deuxième garçon qui va s'asseoir et qui va vous dire « J'ai entendu dire que Pinterest, c'était génial pour communiquer et trouver des prospects. » Donc en fait, il vous ramène une information qui a été faite par ailleurs. Il vous a, grosso modo, il vous a filtré de l'information qui était sortie quelque part, qu'il a lu quelque part, et il vous donne l'information qui lui a semblé intéressante. On parle d'une attitude curative. Faire de la curation sur Internet, c'est ça, c'est filtrer et rediffuser ce qui est le plus intéressant ou ce qui nous semble intéressant. Bon, la troisième attitude, c'est effectivement l'attitude hyper lourde. Tu es belle, je peux avoir ton numéro, la demande sauvage. Combien de fois vous avez eu des gens qui vous demandent en relation sur LinkedIn, sur Viadeo, vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ils vous font le message bateau, est-ce que LinkedIn m'a proposé de nous mettre en relation. Voilà, donc là on est vraiment dans l'attitude de la demande sauvage. Il y a encore beaucoup trop de gens qui font ça, et ce qui font que pour beaucoup de décideurs aujourd'hui, le réseau social type LinkedIn ou Viadeo, c'est une belle machine de spam. Voilà. En plus, on me fait des demandes, on me fait des connexions, etc. Et puis, il y a la dernière attitude, c'est le quatrième garçon qui vient s'asseoir et qui vous dit, qui vous parle de vous et qui vous dit c'est quoi vos prochains projets, etc. Donc lui, il a une attitude conversationnelle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Évidemment, l'attitude conversationnelle, c'est celle qui va le plus intéresser votre audience. Et c'est ce type d'attitude qui va faire que voilà, les gens vont vous suivre, etc., et vont interagir avec vous. Alors, on va passer ensuite sur un autre gros point de douleur, c'est quel contenu on va partager sur les réseaux. Qu'est-ce qui fonctionne? Il y a trois types de contenu, pour faire simple. Vous avez donc la curation, ce qu'on a vu. J'ai vu un article et je vais vous le partager. J'ai vu un e-book et je vais vous le partager, etc. Ou une vidéo. Mais ce qui fonctionne, c'est pas la curation, c'est la curation à valeur ajoutée. Donc moi, je connais des commerciaux qui font du social selling et ça fonctionne très très bien. Ils utilisent quasiment que ça, la curation à valeur ajoutée. Simplement, à chaque fois qu'ils vont partager, ils vont rajouter un petit texte qui va montrer que ils sont un peu plus macro, ils ont un peu de retour d'expérience sur où ils ont une vision un peu particulière. Ils vont avoir, voilà, enfin, ils vont rajouter ils vont amener une valeur ajoutée sur l'information qu'ils vont partager. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'interactivité. La deuxième dimension de tel type de contenu, bon là on est un peu théorique, on verra après dans les cas concrets, c'est des questions ouvertes. C'est des questions soit d'ordre stratégique, soit un peu provocatif. Ce qu'on essaye de faire, c'est provoquer le débat. Toujours pareil sur votre audience, sur ce qui les intéresse. Encore une fois, si je parle au DRH dans le secteur de l'énergie, je vais parler vraiment des problématiques de DRH dans les raffineries, dans les choses comme ça, etc. Je dois rester vraiment sur ma niche. Et puis le troisième, c'est parce que c'est bien joli de partager, mais il y a un moment où vous voulez aussi que les gens passent à l'action et rentrent directement dans votre cycle de vente. Ce sont des contenus officiels de type j'ai une success story, j'organise un événement, j'organise une webconférence, on a sorti un e-book, etc. Après, ça c'est très simple, il faut juste que le marketing puisse structurer les contenus qui vont être mis à disposition des commerciaux et pour que les commerciaux puissent aller partager et que ce soit pas toujours que le commercial de lui-même soit obligé de chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je pourrais partager, etc., etc. Ce qui est important dans tous ces contenus, c'est quelle est la cadence et comment j'équilibre la diffusion de contenus éducatifs, sympathiques et des contenus qui sont beaucoup plus promotionnels. Alors, ça c'est vraiment une règle qui avait été appliquée dans le marketing. On a travaillé des années là-dessus de savoir quel est le bon équilibre pour ne pas être que promotionnel et ne pas non plus, si on est que conversationnel, que éducatif, les taux de conversion vont pas être bons. La règle, elle est simple. Il faut respecter la règle du 4-1-1. 4 contenus éducatifs conversationnels pour un contenu promotionnel soft. Alors, ce qu'on appelle soft, c'est, oui, typiquement un événement, un article où vous êtes cité, etc. Et un contenu promotionnel direct. 4-1-1. Et on va voir l'exemple, parce que je me suis amusé à regarder ce que faisait Jill Rowley. Alors, Jill Rowley, juste en 2 secondes, c'est une star dans le monde du social selling aux États-Unis. Voilà. Elle a d'ailleurs elle a travaillé là sur le programme de social selling d'Oracle, etc. C'est vraiment quelqu'un qui ne travaille que pour ça. Voilà. Et donc c'était intéressant de voir, très bien, et comment elle communique. Voilà. Et comment elle communique, je suis allé sur son flux Google+ et j'ai regardé les 6-8 derniers posts qu'elle avait fait. Voilà, je vous en ai fait des copies. C'est très simple. Vous en avez un qui est éducatif, un qui est conversationnel, un qui est curatif, un qui est éducatif et 2 qui sont promotionnels. Un sur lequel elle apparaît dans un article et un sur lequel elle fait une vraie conférence, etc. où on peut s'inscrire.
Donc, elle respecte parfaitement la règle du 4-1-1. On va passer à le où partager. Ça, c'est quand même super important aussi parce qu'il y a beaucoup de réseaux et vous pouvez y passer un temps fou. Et le saupoudrage, comme partout, n'est pas très efficace. Donc, ce qui compte, c'est de choisir ses médias. La première règle, la règle d'or, c'est où sont vos clients. Ça, c'est vraiment une question et c'est pas une question facile. C'est pas facile de répondre à cette question. Il faut se poser la question de où ils sont. Ça peut être des groupes de discussion, ça peut être quels articles ils lisent, sur quel réseau ils vont, etc. Il est évident que si votre audience, vous attaquez les administrations et les gens dans la défense, alors je vous réponds, vous venez de perdre 20 minutes parce que ces personnes-là ne sont pas sur les réseaux sociaux, en général, très peu et très peu actifs. Donc, il ne faudra pas aller sur les réseaux sociaux, il faudra peut-être aller sur des articles, il faudra peut-être aller, voilà. Mais bref, c'est pas là que ça va être intéressant. Donc la question à se poser, c'est où sont vos clients? Et ensuite, l'autre question, c'est avec quelle plateforme êtes-vous confortable? Si vos clients sont sur Pinterest mais que vous n'y comprenez rien et que c'est pas intéressant pour vous, n'y allez pas, ça sert à rien. Le travail de social selling et le travail de communication dans le social selling, c'est un travail de routine. C'est pas un travail sur lequel on a un retour sur investissement au bout de 3 semaines. Justement, c'est un travail qu'on va faire au fur et à mesure. On va grandir son audience et on va engager de plus en plus de personnes. Et donc on a besoin d'être confortable parce que si c'est pour le faire pendant 2 semaines, ça ne sert à rien. Voilà. Autre point, évidemment, se joindre, encore une fois, sur la niche, se joindre à 3 ou 4 groupes de discussion. Il y en a sur Viadeo, alors il y a beaucoup de spam sur Viadeo. Sur LinkedIn, je trouve que c'est un peu plus modéré. 3 ou 4 groupes actifs sur une cible hyper précise. Si vous trouvez le groupe qui parle, qui est pour les DRH ou pour les décideurs dans le monde de l'énergie ou pour les DRH dans le monde de l'énergie, c'est parfait. Voilà. Sur ces groupes-là, ce qui compte, c'est de ne pas partager du contenu. Il y a trop de gens qui le font. Et en fait, tout d'un coup, ça fait un effet spam, en fait, et donc on perd de l'audience. L'objectif d'être dans ces groupes, c'est d'aider les gens, c'est de débattre, voilà, et c'est de répondre à des questions, réponses, etc. Et puis enfin, il y a aussi où partager, c'est simple, si vos clients lisent un site en particulier, et vont toujours sur ce site, c'est un site d'autorité, etc., ou un blog d'autorité, super, allez faire des commentaires. Parce que s'ils vont lire, vous pouvez faire des commentaires dans les blogs, et donc vous serez visible. Voilà. Donc, quels sont les forums, les blogs qui sont lus? Il peut y avoir des forums spécialisés, etc. Une règle centrale, et ça, il faut le savoir dès le début, si je n'ai rien d'intéressant à dire à mes DRH dans le monde de l'énergie, sur mon territoire, il vaut mieux que je me taise parce qu'en fait, je vais perdre des points. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se lancer dans la communication. Hein, c'est vraiment un des 4 volets, la communication. Il ne faut pas le faire si effectivement on n'a rien à dire. Voilà. Je vais juste passer, donc, comme je vous l'ai annoncé, 20 secondes sur le qu'est-ce qu'un bon profil. Et puis, si vous êtes un webinar, une web conférence LinkedIn, vous verrez, il parle surtout de ça, comment faire un super profil. Celui-là, il est génial. Je suis tombé dessus il y a 1 mois. C'est un commercial dans une boîte high-tech. Pour moi, il est parfait. Je me suis arrêté, j'ai bloqué dessus parce que, vous avez une photo qui est sérieuse, crédible, semi-souriante, c'est quand même engageant. Vous avez une accroche en haut qui est une très bonne accroche. Et si vous avez l'occasion de lire le texte, ça va aller un peu vite, mais il y a un super texte. Il est très conversationnel, il est frais, il donne envie, il est engageant, etc. Voilà un super profil. Ok, on a vu la partie social. Hein, on a vu suivre, communiquer. Maintenant, on va rentrer dans ce qui me semble effectivement le plus intéressant, qui est la partie comment le social selling peut s'intégrer dans les process de vente existants. Comprendre. Alors, on revient, Salesforce, c'est très bien, ils ont fait tout ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va voir concrètement comment ils implémentent. Chez Salesforce, vous avez une structure commerciale qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises. Hein, grosso modo, vous avez en bas, eux, c'est les account executives, hein, c'est les commerciaux qui font le closing. Et en amont, vous avez d'un côté les SR, c'est ceux qui vont traiter les appels entrants. Donc en fait, ils vont traiter, ils vont qualifier, ils vont essayer de faire naître l'opportunité avant de le passer au AE. Et puis vous avez de l'autre côté, on le verra juste après, les EBR, Enterprise Business Representative, qui eux vont travailler un peu plus dans le dur, c'est-à-dire on va leur donner des listes de comptes, on va leur dire on veut rentrer chez General Electric. Voilà. Et eux, ils vont juste avoir General Electric et ils vont travailler pour pouvoir rencontrer les décideurs, pour pouvoir, etc., amener à créer le deal. Voilà. Ce qui compte dans la partie là, SR, c'est ceux qui vont traiter des appels entrants. Leur métier, effectivement, c'est de
Qualifier les leads, les acheteurs potentiels qui rentrent dans le processus de vente. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a autorité? Est-ce qu'il peut avoir un budget? Est-ce qu'il a vraiment un besoin? Etc. Et ça, je vais me servir des réseaux sociaux, bien sûr. Je vais me servir de tout ce que je peux trouver sur Internet. Je vais me servir de Google, je vais me servir des news, je vais me servir des profils sociaux, etc. pour essayer de qualifier. Ça va servir également à trouver les décideurs. C'est bien si j'ai un appel entrant, mais en fait, ce qui compte pour moi, c'est de savoir qui est le vrai décideur dans l'entreprise, et puis commencer peut-être à essayer de faire un account mapping, c'est-à-dire un mini plan de compte, savoir quels sont les influenceurs, qui va être voilà, dans le processus de décision, qui je vais avoir derrière. Et donc, c'est une source d'information fabuleuse. Et puis, vraiment, ce qui est important, c'est comprendre le contexte du compte avant d'appeler. C'est effectivement savoir comment va la société, quel est son métier, quels sont les enjeux auxquels elle fait face, quelles sont ses actualités, etc. Parce que si j'ai bien étudié le contexte du compte, je ne parle pas d'y passer 1 heure, je parle d'y passer 10 minutes, ma conversation sera hyper pertinente et mon taux de conversion sera bien meilleur. Voilà. Donc ça, c'est la partie comprendre. On utilise les réseaux sociaux et le web de manière générale pour qualifier, comprendre le contexte et éventuellement faire des petits plans de compte. La deuxième partie, c'est l'autre équipe. L'autre équipe, on a vu ceux qui traitent les appels entrants. L'autre équipe, les Enterprise Business Representatives. Vous savez, ces gens à qui on dit « je veux rentrer chez General Electric ». Voilà. Et donc, eux vont travailler des comptes à partir de rien. Il n'y a pas de lead entrant. Voilà. Et ce que vont faire ces personnes-là, c'est qu'ils vont bien sûr utiliser un peu comme ce que faisaient les SR, c'est identifier qui peuvent être les décideurs dans tel compte, etc., etc. Leur problématique, donc ils vont identifier, ils vont utiliser les mêmes supports, mais ensuite ils vont devoir joindre les personnes. Hein, on n'est pas dans un appel entrant où quelqu'un vous laisse votre numéro de téléphone, son numéro de téléphone, vous avez besoin d'aller joindre les décideurs. Et quelle est la meilleure méthode qui est utilisée pour joindre les décideurs? C'est la mise en relation. C'est le jeu des introductions. Et ce qu'on va voir, c'est effectivement comment Salesforce a industrialisé ce process. Rien ne peut battre la force d'une mise en relation. Évidemment, appeler des listes de prospection dans le dur, on l'a vu il y a 2 semaines dans l'ancien webinar, vous avez des taux de conversion à 0,3, 0,5%, ça ne fonctionne pas du tout. Mais ce qu'il y a de plus efficace au monde, c'est évidemment ça. Alors, je vais quand même vous donner 2 chiffres. Premier chiffre, lorsque vous demandez une introduction à un décideur via quelqu'un, votre référent, qui lui est extérieur à l'entreprise du décideur, vous avez un taux de 44% de taux de prise de rendez-vous. Voilà. À partir du moment où le référent va vous faire l'introduction, dans 44% des cas, vous aurez un rendez-vous téléphonique, physique, etc. Mais le plus fort, c'est effectivement si vous arrivez à passer par quelqu'un de l'entreprise du décideur, vous montez à 88% de taux de prise de rendez-vous. Alors évidemment, rien ne peut battre la force d'une mise en relation. Avec ce type de statistiques, effectivement, c'est impossible de battre cette méthode-là. Alors, pourquoi 88%? Ben, en fait, il y a quand même un effet obligation. C'est-à-dire que si vous êtes décideur, vous êtes PDG d'une boîte, et vous avez quelqu'un dans l'entreprise, que vous le connaissiez ou pas d'ailleurs, qui vous met en relation et qui dit « il faudrait que tu rencontres tel commercial de chez Ecosystem ou de chez Salesforce, etc. » A priori, il sait que votre temps est précieux et si vous avez fait l'effort de faire cette mise en relation, il y a une forme d'obligation. Et c'est ça qui va jouer pourquoi le taux est si fort, c'est qu'il y a une forme d'obligation. Au moins, je vais lui parler. Voilà. Et alors maintenant, on va voir surtout qu'est-ce qui a été mis en place dans la machine Salesforce pour faire ça. Ben, écoutez, il y a 4000, 5000 à peu près salariés chez Salesforce. Chaque salarié qui rentre chez Salesforce va partager ses réseaux. Voilà. Alors pour ça, ils utilisent du TeamLink, du Aiko. Ils vont partager leur réseau et ils vont le partager avec ces EBR. Vous savez, ils sont 200 ces EBR. Ce sont 200 personnes qui doivent rentrer dans les comptes et qui doivent prendre des rendez-vous avec des décideurs. Et en fait, ces EBR vont pouvoir utiliser le réseau de tous les salariés de Salesforce, je veux dire même le réseau de Marc Benioff, le PDG. Mais pourquoi? Parce que notamment, plus ils vont utiliser des réseaux de personnes qui sont qui sont élevées dans l'organisation, c'est sûr que les VP Sales, directeurs marketing, PDG, country manager chez Salesforce, je vous confirme, ils ont un super réseau. Eux sont connectés avec les décideurs, mais ils font pas de commerce en tant que tel, ils font du management. Et donc les EBR vont utiliser ces réseaux-là pour pouvoir joindre les décideurs. On a vu les exemples, on a vu les 4 dimensions, partie sociale, partie selling, avec le fait de comprendre et d'engager.
Maintenant, on va finir. Il va me rester 2 slides. Le premier, les dangers et les obstacles. Je ne veux pas faire l'impasse dessus parce que il faut quand même avoir conscience de quels sont les obstacles dans la mise en place du social selling. Le premier, c'est le déficit d'attention. Nous avons tous, malheureusement, et de plus en plus, l'attention d'une huître. Quand on va sur un site web, on y reste moins de 40 secondes. Si on n'a rien compris, on s'en va. Normalement, quand on va sur même une webconférence ou un meeting de manière générale, au bout de 18 minutes, vous avez l'attention qui chute. Et alors, quand vous allez sur un flux LinkedIn de ce qui est partagé, autant dire que votre attention, elle est minimale. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça touche vraiment la partie communication. Ensuite, c'est surtout sur la partie communication qu'il y a le plus de doutes aujourd'hui. Ensuite, vous avez le déficit d'utilisation des plateformes. Alors, non, en général, tous les décideurs aujourd'hui sont sur des réseaux. Ça, c'est pas tellement le problème. En revanche, ils y vont très, très peu. Il faut imaginer qu'un membre sur LinkedIn, il y va 6 minutes par mois. Alors qu'un membre de Facebook, il va y passer 4 ou 6 heures par mois. Donc les gens y vont peu. Et donc le média, il faut imaginer que votre audience va pas forcément être toujours là à écouter ce que vous avez à dire. Là où la force d'un email, c'est qu'a priori, il va ouvrir l'email. Ensuite, vous avez le déficit de motivation des commerciaux. Ça, c'est classique. Mon métier, c'est pas d'aller faire du marketing. Voilà ce que va vous répondre le commercial. Et en plus de ça, c'est une démarche qui est un peu moyen terme, la démarche de communiquer sur les réseaux, parce que ça demande une routine, etc., etc. Donc, motiver les commerciaux pour aller communiquer sur les réseaux sociaux va être relativement compliqué. Et ensuite, on est aussi sur cette partie, la difficulté de mesurer les impacts et ROI, c'est évident, c'est-à-dire une fois que vous avez quelqu'un dans votre pipeline, une fois que vous avez une opportunité qui est créée, est-ce que vous savez traquer que la personne vous a découvert sur LinkedIn ou sur un blog, ou alors est-ce qu'elle vous a découvert autrement par votre site web, etc. Et puis pour finir, vous aviez peut-être déjà une discussion avec elle, et puis c'est ensuite qu'elle a commencé à vous suivre, etc. Donc on comprend bien que c'est assez difficile de mesurer les impacts et le retour sur investissement, sauf bien sûr sur la partie selling à la fin, engagé, qualifié. Là, on a des retours sur investissement qui sont évidents. Ensuite, on va avoir la charge de travail pour le commercial. Les commerciaux vous diront toujours « je n'ai pas le temps de rien ». Voilà, ils sont toujours débordés à faire 10 tâches en même temps. Donc, la charge de travail va être clairement un obstacle à la mise en place du social selling. Et puis surtout, ceux qui vont adopter le social selling, parfois, voilà, ils vont se mettre en avant, ils vont faire du social selling aussi, ils vont communiquer pour être de plus en plus visibles sur leur marché. Donc, ils prennent de la valeur sur le marché de l'emploi. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, vous avez un plus fort risque de départ, puisqu'ils vont être plus facilement dragués par vos concurrents. Et quand ils partent, évidemment, vous avez perdu le réseau. Il nous reste 1 minute à peu près, voilà. Je vais juste passer sur prioriser les actions, ce qui me semble important. Donc, en fonction de tout ce qu'on a vu, le premier, joindre ces cibles par le jeu des introductions, systématiser ça. Ils ont réussi à le faire, Salesforce a réussi à le faire sur 5000 salariés, mais en fait, vous pouvez le faire systématiquement, même si vous êtes 1 ou 2 personnes. Ensuite, vous avez toujours demandé une intro. Vous êtes dans un call, vous êtes dans un meeting. À chaque fois, systématiquement, demander une intro. Ça, c'est une règle de base, ce qui permet à chaque fois de rebondir et d'ouvrir de nouveaux comptes. Troisième point, systématiser la compréhension du contexte avant un call ou un meeting. Est-ce que la personne a autorité? Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Quel est le métier de l'entreprise? Ça, c'est ce qui me semble le plus évident. Ensuite, on va évidemment arriver sur l'autre partie, qui est la partie social. Identifier où vos clients vont socialiser, suivre vos clients, vos prospects, mettre des mots-clés pour détecter, etc. Allez partager, aider votre audience sur votre niche et puis structurer par le marketing le contenu que vous allez diffuser. Pour moi, ça ne doit pas dépasser 15 minutes par jour. Voilà, pas plus que ça. On est au-delà des 30 minutes, donc très bien. On a respecté le timing. Et donc, je vais repasser en visio, voilà, pour répondre aux questions. Très bien. Alors, Aiko, c'est quoi? Alors, je suis désolé, je voulais pas faire quelque chose de promotionnel, donc ce que je vous invite, c'est d'abord d'aller voir le site web, et puis de me contacter directement, et puis où on va vous contacter pour vous expliquer ce que c'est, mais je voulais pas spécifiquement parler d'Aiko. Disons que c'est une solution de prospection qui est complète, donc elle va gérer tout le cycle de vente, à la fois de détecter les prospects jusqu'à accélérer des closings, travailler les opportunités, etc. Voilà. Les sources, 88% sur les recommandations. Je répondrai directement dans le post pour vous mettre la source. C'est une étude qui a été faite dernièrement. J'essaye de pas citer des chiffres quand il n'y a pas une étude sérieuse qui a été faite. Voilà. Recommandations, et on me pose une question, quelle recommandation on pourrait faire en social selling, B2B versus B2C? C'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé du B2B.
puisque c'est surtout des personnes qu'on a beaucoup de mal à joindre, etc., avec une audience qui est très ciblée. En B2C, on va se retrouver avec d'autres réseaux, on va se retrouver avec un contenu qui est beaucoup plus, comment dire, qui va être probablement moins dans l'éducatif, qui va être plus dans l'entertainment. On va essayer d'accrocher, on va essayer de créer du fan, on va essayer de créer de la relation avec la marque. Et donc les stratégies sont légèrement différentes. Et on a rarement toute cette partie selling. Donc c'est vrai que cette conférence était quand même davantage sur les sociétés qui avaient des besoins de B2B. Voilà. Il y a peu de questions. Ce que je vous invite à faire, si vous en aurez peut-être juste après, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aller dans les commentaires et si vous posez des questions, je vais continuer à le monitorer et bien sûr, je vous répondrai directement. Et je vous souhaite une bonne journée. La vidéo sera à la demande, donc je vous enverrai un email avec la vidéo. Peut-être encore 2 minutes, je vais vous expliquer ce qu'est Deals 30. Je vais prendre 1 minute, très simplement, parce que le cycle de webconférence s'intègre aussi dans Deals 30. C'est un programme pour aider les dirigeants de sociétés high-tech à créer leur machine de guerre commerciale. Parce que c'est bien, on a fait un bouquin, c'est bien, on fait des webconférences, mais un dirigeant, alors pour l'instant on se limite aux dirigeants de sociétés high-tech parce que j'ai regroupé des amis, consultants, etc., pour donner du temps, pour répondre à toutes ces petites problématiques et ces petits obstacles qu'on rencontre dans la construction d'une machine de guerre commerciale. Je vous enverrai le lien, donc si vous faites partie surtout si vous faites partie de l'audience, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ensuite, on donne du temps pour discuter avec vous, débroussailler un sujet, partager des retours d'expérience, etc., sur des problématiques que vous pourriez rencontrer dans la construction de votre machine de guerre commerciale. Je vous remercie, on est dans le timing, je suis très content. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous enverrai les slides et la vidéo dans la journée. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.